Monsieur le doyen, chers professeurs, chers lauréats, chers parents, chères familles, mesdames, messieurs, je vous remercie, monsieur le doyen, d'avoir eu la délicatesse, en me présentant à l'instant sous un jour plutôt favorable, de tenter de justifier l'aimable invitation que vous m'avez adressée à venir m'exprimer devant vous tous aujourd'hui. Je ne suis pas dupe, monsieur le doyen, je vous soupçonne de vous être néanmoins laissé convaincre dans votre choix de m'inviter par une sorte d'élan d'empathie, puisque vous m'avez vu pleurer d'émotion l'entier de ma carcasse lorsque je me trouvais moi-même ici, il y a une année, dans le public, à votre place, madame, faites attention, c'est une place où l'on pleure beaucoup, tandis que j'accompagnais notre fille aînée qui recevait son bachelor. Si je pleurais ici il y a une année, ce n'est pas seulement parce que j'accompagnais notre fille. C'est sans doute aussi parce que j'ai tellement aimé mon séjour d'étudiant à Fribourg que je suis et serai redevable à vie à mon université et à mon professeur. Je dis mon professeur en regardant le professeur Franz Véro, parce que c'était mon professeur et que je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Je serai redevable à vie à mon université et à ses professeurs de m'avoir élevé vers ma future vie heureuse d'avocat. Vous avez lu sur l'invitation à la cérémonie de ce jour que je viens du barreau de Genève, mais j'aimerais m'empresser de vous rassurer en vous disant que je suis un Genevois fréquentable. Je vois sur le visage de certains d'entre vous une sorte de doute, comme si un Genevois fréquentable, cela n'existait pas. Alors, parce que vous doutez, je cède volontiers et d'entrée de jeu à une facilité pour m'attirer votre bienveillance. Mon père est d'origine jurassienne, ma mère valaisanne, j'ai grandi dans le canton de Vaud et j'ai étudié à Fribourg et à Saint-Gall. Ça va mieux ? J'ai aussi fait un séjour Erasmus à Paris, comme le doyen Dubel a rappelé, ce qui m'a permis de constater que le Genevois n'a pas le monopole de l'ethnocentrisme. Quand j'étais étudiant à Fribourg, les Genevois appartenaient à l'un ou l'autre de deux sous-groupes de Genevois. Le premier sous-groupe regroupait celles et ceux qui, peut-être par une forme de snobisme très précoce, ne faisaient de Fribourg qu'un lieu de passage rapides et obligés, du lundi au jeudi midi, surtout pas plus. J'appartenais résolument au second sous-groupe, celui des Genevois qui sortent enrichis du contact avec d'autres confédérés. Permettez-moi, à cet égard, de vous donner le résultat de mes observations anthropologiques de l'époque. Les étudiants valaisans, c'étaient les meilleurs. Ils avaient ceci d'agaçant qu'ils pouvaient passer les 2/3 de l'année universitaire à jouer aux cartes en laine polaire à la cafétéria, mais ils savaient exactement quand il fallait se ressaisir pour briller aux examens. Quant à l'étudiant jurassien, le vrai, pas le jurassien de l'extérieur comme moi, cet étudiant jurassien, c'était toujours le plus sympathique. Je dis l'étudiant jurassien parce qu'en général, il n'y en avait qu'un par volée. Il était seul. C'était le seul aussi qui se faisait contrôler par la police après l'une de nos soirées. Et c'était le seul aussi dont les parents devaient venir rechercher leur voiture à la Fourrière à Fribourg le lendemain matin. Mais j'arrête là d'essentialiser mes amis de l'époque et reviens à l'essentiel. Monsieur le doyen Dubet m'a invité, et comme je suis genevois d'adoption et donc que l'humilité n'est pas la première de mes qualités, j'ai accepté, me plaçant ainsi dans la situation très critique de devoir trouver quelque chose à vous dire. Alors avant d'accepter, j'ai consulté. J'ai commencé par demander autour de moi, notamment à des jeunes ayant été fêtés ici lors de précédentes cérémonies, ce qu'il fallait dire. La plupart m'ont dit ce qu'il ne fallait pas dire, ce qui est d'un secours assez modeste et invite plutôt à la transgression. Un ancien étudiant a cru m'aider et m'a dit « Il faut leur dire quelque chose qui inspire ». J'ai bien entendu remercier cet ancien étudiant de sa recommandation particulièrement éclairante. La difficulté était donc bien réelle. Que pourrais-je dire ? Que pourrais-je suggérer à des plus jeunes alors que je n'ai aucune certitude et que le doute accompagne encore chacune des décisions que je prends plusieurs fois par jour dans ma vie d'avocat ?
j'ai commencé par décider de ne pas donner de conseils, sinon le conseil qu'il faut se méfier des avocats qui donnent des conseils. Parce que les conseils ne sont souvent que le reflet des personnalités et des priorités de ceux qui les donnent. Et parce que la plupart du temps, les conseils ne sont qu'une série d'instructions sur la meilleure manière de devenir comme celui qui donne le conseil, comme si celui qui donne le conseil avait un puissant besoin de se recréer lui-même dans le corps d'un plus jeune. J'ai décidé par ailleurs de ne pas invoquer l'expérience, car ceux qui mettent en avant leur expérience n'en ont souvent rien appris, n'en ont souvent rien fait, et répètent peut-être les mêmes erreurs depuis des années, sans jamais réaliser qu'il s'agit d'erreurs. Non, celles et ceux d'entre vous qui choisiront cette profession d'avocat trouveront, à leur rythme, leur propre recette du bonheur. Il n'y a aucune urgence. Cela se fera au gré de tâtonnements, d'hésitations, mais surtout grâce à ces moments essentiels de pause, de pas de côté, de méditation, comme par exemple sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, selon la belle suggestion du juge fédéral Jan Hofmann, il y a quelques mois, ici à cette place. En parallèle, mais avec une distance critique bien sûr, vous pourrez lire les conseils en tout genre dispensés en permanence sur les réseaux sociaux pour devenir le best lawyer de tous les temps. Vous les lirez à la fois amusés et consternés, puisque tout et son contraire y est élevé au rang de vérité absolue. Certains disent que pour être avocat, il faut être soi, qu'il ne faut pas passer pour un tricheur. D'autres, au contraire, prétendent qu'il faut jouer un rôle. Certains disent qu'il faut avoir de l'ambition, non pas un désir sans limite, mais la volonté de se montrer exigeant envers soi-même, et que le manque d'ambition est un conformisme. Mais d'autres rejettent l'ambition, car il n'y aurait pas d'ambition qui ne soit pas associée à l'écrasement des autres. Certains disent qu'il n'est pas de bon avocat qui n'ait pas quelques ennemis. D'autres cultivent au contraire le sens de la proximité, de la très grande proximité, avec tout le monde. On ne sait jamais. Certains disent que l'avocat incarne le courage. D'autres leur répondent que la profession est un échantillon assez banal de la société, avec sa dose d'intelligence, d'ignorance, de courage et de lâcheté. Les premiers insistent sur le lien entre avocat et courage. Les seconds répondent que si ce métier permet au moins de faire comme si, c'est néanmoins en grande partie un leurre, car les façons et les occasions de résister sont en réalité très limitées. Certains disent qu'un bon avocat doit aimer le droit. D'autres répondent qu'il faut aimer la liberté, qu'il faut aimer la justice, qu'il vaut mieux cultiver ses aspirations plutôt que le droit, car les aspirations déçoivent moins souvent. Certains disent que leur journée d'avocat est traversée par le seul désir d'imposer la justice. D'autres leur répondent que ça ne veut rien dire, que si les acteurs d'un procès partagent bel et bien une obsession commune, ce n'est jamais le désir de justice, c'est le seul désir de gagner. L'avocat veut gagner, le procureur veut gagner, le juge lui aussi quelque part veut gagner, et que tous ces désirs de victoire se drapent abusivement dans l'idéal de justice, que les cyniques comme les idéalistes peuvent ainsi être dans le même mensonge sur ce qu'ils poursuivent réellement. Certains disent qu'un bon avocat doit savoir ignorer le regard de l'autre. D'autres leur répondent que nous sommes jugés en permanence, tout le temps, et qu'il n'y a plus que les avocats qui aident à rédiger des testaments qui sont tranquilles, car les morts ne sont plus là pour les juger. Bref, personne n'est vraiment d'accord sur ce que doit être le bon avocat. Je ne vais donc pas contribuer à la densification du brouillard en osant des conseils, tandis que j'apprends encore tous les jours et que c'est là l'une des richesses les plus précieuses de ce métier. Je ne veux pas donner de conseils, certes, mais j'ai quand même voulu saisir l'occasion de cette invitation pour essayer de réfléchir à mon indice de bonheur dans la profession, ainsi qu'aux facteurs qui, pour ce qui me concerne, et j'insiste, pour ce qui me concerne, ont une incidence positive sur cet indice de bonheur. J'ai donc commencé cet exercice d'introspection et je me suis posé la question de savoir si j'étais heureux dans cette profession. Et j'ai répondu par l'affirmative,
pour de multiples raisons. Pour l'infinie diversité des situations, des personnes, des causes et des enjeux que l'on croise, bien sûr, mais aussi parce que la confiance que l'on accorde à l'avocat est d'une intensité qui ne trouve son équivalent que dans très peu d'autres professions. Cette confiance est précieuse, elle est gratifiante, elle nous oblige. Peut-être aussi pour ce sentiment fort d'appartenance à une profession qui reste assez unie dans ce que l'on appelle simplement la défense, quel que soit le domaine d'activité. Vous rencontrerez, vous le verrez, chers lauréats, vous rencontrerez beaucoup d'avocats qui ne sont plus allés plaider au tribunal depuis des années, qui conseillent des entrepreneurs, qui négocient des contrats commerciaux, qui aident des entreprises dans leur stratégie de fusion-acquisition. Le plus souvent, ces avocats vous diront qu'au-delà des différences parfois énormes de domaine d'activité, défendre constitue néanmoins également leur raison d'être, que ce soit devant un juge, que ce soit dans une négociation, que cela concerne la fortune, l'honneur, la liberté et la famille, un avocat assure une défense. Je suis donc plutôt heureux dans cette profession qui exige de nous d'être des défenseurs. Je me suis ensuite demandé quels étaient, encore une fois pour ce qui me concerne, dans mon domaine d'activité, quels étaient les quelques facteurs, les dispositions d'esprit, les traits de ma personnalité qui semblent, je le dis prudemment, qui semblent contribuer à ce que je me sente heureux dans l'exercice de ma profession. Qu'est-ce qui m'a aidé ? Qu'est-ce qui m'aide encore au quotidien ? J'ai identifié 3 facteurs principaux que je vous livre dans un ordre discutable. Je pense tout d'abord que si je suis heureux dans ce métier, c'est parce que c'est un terrain fantastique, un terrain de jeu fantastique pour l'obstination. L'obstination de l'avocat est une opiniâtreté, une persévérance, peut-être même une fermeté mais sans aller jusqu'à la radicalité que les architectes ou les artistes cultivent d'une manière générale, lorsqu'ils répètent qu'ils ne font jamais de compromis, qu'ils ne cèdent jamais. Une fermeté sur les exigences éthiques, une fermeté sur ses propres valeurs, sur ce que nous avons reçu, sur ce qui nous a été transmis et qui nous oblige. Le deuxième facteur que j'ai identifié comme influent positivement sur mon indice de bonheur dans la profession, c'est un certain goût pour la désobéissance, peut-être même une part d'insolence, mais une insolence aimable, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, la production de droit et le fonctionnement de la justice dans notre pays sont remarquables à bien des égards, mais il y a toujours des zones d'ombre, des glissements subreptices qu'il faut corriger, des injustices qui poignent et qui menacent, des principes fondateurs de nos systèmes judiciaires et de nos démocraties qu'il faut rappeler, des sensibilités qu'il faut exprimer lorsque les voix sont trop faibles. J'ai le sentiment que l'insolence aimable peut aider. En tous les cas, l'insolence aimable m'aide-t-elle lorsqu'il s'agit de refuser de s'habituer à la normalisation de l'enfermement des personnes, de refuser de s'habituer à l'augmentation significative de l'enfermement des plus pauvres, de l'enfermement des exilés, de l'enfermement des échoués de notre monde, de refuser de s'habituer à ce que des scientifiques appellent la passion de punir, alors que nous devrions avoir à l'esprit la passion de la réhabilitation, d'être horrifiés à l'idée que des avocats doivent aller jusqu'au tribunal fédéral pour que cesse la privation de liberté dans des zones carcérales, souterraines, sans aération, sans lumière du jour, et avec un néon allumé sur votre tête 24 heures sur 24. L'insolence aimable peut aider lorsque l'avocat, dans certains cas, constitue le dernier rempart avant le mépris, lorsque l'avocat doit faire en sorte que celui ou celle qui doit être condamné le soit dans le respect. Elle m'aide encore lorsqu'il s'agit de repérer et de dénoncer les jugements qui sentent un peu trop le pré-rédigé, comme si les audiences et les plaidoiries ne devaient servir qu'à faire semblant. Lorsqu'il s'agit de se battre pour la présomption d'innocence, de se battre pour l'exigence de la preuve, à laquelle on veut souvent substituer les simplifications nocives, de se battre pour la mise en œuvre non seulement d'une autre justice, mais d'une meilleure justice, plus attentive au réel, moins technique, soustraite dans certains cas, pourquoi pas, au monopole des professionnels, de se battre pour une justice plus proche de la chair et de la vie.
de se battre pour que la souffrance d'une victime trouve des espaces appropriés pour être prise en charge et apaisée, d'accompagner le développement de la justice restaurative, ce face-à-face de visages qui ne s'oublie jamais dans le but de refaire monde commun, de se battre enfin pour le respect du droit international, pour tout ce que la Suisse a contribué à construire depuis des siècles pour essayer de diminuer les horreurs dont sont capables les hommes lorsque l'ego et la testostérone enflammés par l'oubli de l'histoire finissent par obstruer les synapses de leur cerveau. Le troisième facteur que je mettrais en avant comme constitutif de mon épanouissement dans mon métier d'avocat, c'est une ouverture permanente au changement. Intellectuellement, il faut, je pense, entrer en matière le plus souvent possible. J'aime le monde des idées et je me représente ce monde des idées comme un océan qui ondule jour et nuit et dont se détache par moments une vague plus importante, peut-être même plus belle que les autres. J'aime l'idée que les jeunes revendiquent, j'aime l'idée que les jeunes me bousculent, j'aime l'idée qu'ils m'obligent à me remettre en question. J'aime enfin l'idée qu'ils me dépassent et me demandent d'accompagner leurs éclosions talentueuses. Obstination, insolence aimable, ouverture permanente au changement. Voilà le résultat de l'exercice. J'aimerais terminer en pensant aux professeurs, mais aussi aux parents, grands-parents, familles et amis qui accompagnent aujourd'hui l'un des leurs en cette belle matinée. Les professeurs de mon époque, comme de la vôtre, je leur ai déjà dit ma reconnaissance et ma fidélité. Je termine en pensant à vous, les parents, fiers et si heureux aujourd'hui. Il y a 27 ans, en juillet 1998, ma famille et moi étions dans cette même salle pour l'obtention de ma licence en droit. Je me souviens très bien de cette cérémonie qui ressemblait aux précédentes et qui avait à peu de choses près les mêmes atours que celle de ce matin. Ma mère est toujours là, j'ai de la chance, elle n'a pas changé. Mon père est là, mais il n'est plus là. En 2019, alors que la maladie d'Alzheimer continuait sa progression, il voulait encore donner le change. Il m'appelait souvent, 7 ou 8 fois de suite, parfois en pleine nuit, ayant évidemment oublié qu'il venait de m'appeler. Il m'appelait pour me dire que Pierre Maudet n'avait pas accepté un cadeau, mais une simple marque d'hospitalité. Ce n'était pas forcément d'une grande pertinence juridique, mais il avait à cœur de me rappeler, avec le peu de capacité cognitive qui lui restait, que la culture et le respect de l'autre peuvent exiger d'accepter ce que le droit commande de refuser. Hier, mes parents, aujourd'hui mon épouse, qui est la seule personne autour de moi qui ait presque toujours raison, mes enfants, mes associés, mes amis. C'est fou à quel point nous dépendons des autres pour faire les bons choix, pour être dans nos vies aussi justes que possible. Le seul reproche que je peux adresser à la profession d'avocat, c'est qu'elle accapare, qu'elle sature nos esprits, qu'elle nous rappelle en permanence que nous ne sommes jamais totalement prêts pour les défenses que nous assumons. Et en nous accaparant, cette profession peut nous tenir à distance, malgré nous, de celles et ceux à qui nous devons tant. Alors, je ne voulais pas donner de conseils, mais allez, je m'en autorise un, pas seulement par goût de la désobéissance, mais simplement parce que j'ai l'impression que c'est l'essentiel. Essayez, chers lauréats, essayez, quels que soient les chemins et les carrières que vous embrasserez, essayez de toujours avoir suffisamment de temps pour celles et ceux qui sont là aujourd'hui, dans cette eau-là, pour celles et ceux qui sont absents mais en pensée avec vous, ainsi que pour celles et ceux que vous rencontrerez plus tard et qui compteront dans vos vies. Félicitations à toutes et à tous. Merci, chers doyens, chers professeurs, chers lauréats, parents et familles. Merci de m'avoir fait cette petite place aujourd'hui parmi vous.